Le maître des bois. Deuxième partie. La vérité émerge. Cette découverte macabre pousse le gendarme à se renseigner davantage sur la légende liée à cet hôtel. Il alerta immédiatement les autres enquêteurs. Il ne dormit pas de la nuit. Il la passa à faire des recherches plus poussées sur Internet, sur le maître des bois. Après des longues heures, il trouva finalement que la série de meurtres, qui s'était passée des centaines d'années auparavant, avait été orchestrée par une secte, qui vénérait la fameuse entité maléfique, qui sommeillait dans les bois. Puis, il remarqua sur l'une des photos du site internet, en question des signes et symboles, qui ressemblaient étrangement à ceux présents sur la porte de la maison de Robert. Après tant de temps, jamais là, enfin, une piste. Au petit matin, il en alerta les enquêteurs. Robert étant le seul suspect, il est immédiatement placé en garde à vue. Et les gendarmes fouillent sa maison, de fond en comble. Grâce à un mandat de perquisition, accordé par le juge, qui voyait là, la seule petite chance de trouver enfin une piste, et d'apaiser les médias. C'est dans la cave, que l'horreur se révèle pleinement. Les murs sont couverts de dessins, et de symboles, incompréhensibles. Griffonnés avec du charbon, parfois, du sang. Les inscriptions semblent former des invocations, ou des prières, destinées à une entité inconnue. Au milieu de la pièce, un vieux carnet, sale et abîmé, attire l'attention des enquêteurs, et de Jamel. Il ressemblait vaguement à celui de la bibliothèque. Il contient des pages et des pages de textes incohérents, mêlant prières délirantes et récits de sacrifices rituels. Robert, interrogé par les enquêteurs, est d'abord silencieux, le regard vide, comme absent. Mais progressivement, il commence à parler, à murmurer des bribes d'histoire. Il raconte que, tout a commencé quelques années auparavant, lorsqu'il a découvert un ancien hôtel en pierre, enfoui dans la forêt, à proximité de la rivière. Cet hôtel, selon lui, était un lieu de culte oublié, dédié à une entité, qu'il appelle le maître des bois. Robert explique qu'à partir de ce moment, il a commencé à entendre des voix, au début faibles, puis de plus en plus insistantes, qui lui donnaient des instructions. Ces voix lui parlaient de la fin du maître, de son besoin de sacrifice, pour continuer à protéger la forêt, et les terres environnantes.
La descente dans la folie. Au fil des jours, les enquêteurs reconstituent peu à peu le cheminement de Robert vers la folie. Homme, autrefois solitaire, mais inoffensif. Il avait toujours vécu à l'écart, préférant la compagnie de la nature à celle des hommes. Mais, après sa découverte de l'autel, son comportement a commencé à changer. Il se sentait investi d'une mission, celle de protéger la forêt, en accomplissant les rituels que les voix lui dictaient. D'abord, il a commencé par capturer et sacrifier de petits animaux, pensant apaiser ainsi la créature qui, selon lui, veillait sur les lieux. Mais rapidement, les voix ont exigé plus. Elles lui disaient que les petits sacrifices n'étaient plus suffisants. Elles le suppliaient de leur offrir des êtres plus grands, plus purs. Robert, déjà instable, s'est convaincu qu'il n'avait pas le choix. Il pensait qu'en obéissant aux voix, il éviterait la colère du maître des bois, qui aurait pu déclencher des catastrophes naturelles, ou semer la mort, dans tout le village. C'est ainsi qu'il en est venu à s'en prendre aux enfants. Il les attirait, avec des promesses d'aventure dans la forêt. Là, où il disait connaître des endroits secrets. Une fois isolés, il les amenait près de l'autel, et exécutait les rituels de sacrifice. Robert décrit ces moments, avec une froideur terrifiante. Comme s'il n'était plus lui-même. Comme s'il avait agi sous l'emprise d'une force extérieure. Le mythe du maître des bois. Les enquêteurs, horrifiés par les récits de Robert, décident de se pencher sur l'histoire de cette entité, qu'il appelle le maître des bois. Ils consultent des historiens locaux, et des archives, grâce notamment à Sarah. Essayant de trouver une trace, de ce culte mystérieux. Il découvre que la région de Saint-Alban est entourée de légendes anciennes, datant de plusieurs siècles. Une d'elles, en particulier, parle d'un esprit de la forêt, une créature ancienne, vénérée par les druides. Cet esprit, appelé le gardien des arbres, ou le maître des bois, dans certaines versions, est censé protéger la forêt contre les intrus, en échange de sacrifices. Les sacrifices, selon la légende, devaient être des offrandes de sang, versées pour garantir des récoltes abondantes, et une forêt florissante. Au fil du temps, cette pratique aurait disparu, supplantée par le christianisme, et les nouvelles croyances. Mais certains symboles anciens,
comme ceux retrouvés dans la cave de Robert, semblent corroborer l'existence de ces rites. Les historiens expliquent que les peuples anciens croyaient que, si les sacrifices s'arrêtaient, le maître des bois se vengerait, en répandant la maladie et la mort sur ceux qu'il avait abandonnés. Ces histoires, bien qu'oubliées par la plupart des gens, auraient pu ressurgir dans l'esprit fragile de Robert, attisant ses délires. Le jugement de Robert. Lorsque l'affaire est portée devant les tribunaux, les psychiatres, qui examinent Robert, concluent qu'il souffre de graves troubles mentaux, exacerbés par son isolement et sa fascination pour les légendes locales. Il est diagnostiqué schizophrène paranoïde, ayant perdu tout contact avec la réalité, au point de se persuader qu'il était un serviteur d'une ancienne divinité. Robert est jugé et déclaré pénalement irresponsable de ses actes. Il est interné à vie, dans un hôpital psychiatrique, mais le traumatisme qu'il a laissé à Saint-Alban ne disparaîtra jamais. Le village, déjà marqué par ces pertes tragiques, continue de vivre dans l'ombre de cette histoire. La plupart des enfants ont été interdits, par leurs parents, d'approcher la forêt. Les anciens de Saint-Alban racontent parfois qu'on peut encore entendre des murmures dans la forêt. Des voix qui semblent appeler. Peut-être les échos des rituels de Robert, ou peut-être autre chose. Le maître des bois, même après la disparition de son dernier adorateur, semble garder un œil sur Saint-Alban. Conclusion. L'histoire de Robert et de Saint-Alban est un exemple effrayant de la façon dont des croyances anciennes, oubliées par la plupart, peuvent ressurgir et conduire des esprits fragiles à commettre l'irréparable. C'est une histoire qui nous rappelle que, parfois, les pires monstres ne sont pas ceux que l'on trouve dans les légendes.